Je souhaite la bienvenue à Madame Karima Delli, députée européenne et présidente de la Commission de transport du Parlement européen. À Björn Tore Larsen, le PDG et fondateur de la compagnie Norse Atlantic Airways. Thank you so much that you made all the way from Norway here to Paris. It's a great pleasure. Thank you very much for inviting. Et bonjour Monsieur Rocher, le directeur général d'Air Caraïbes et président de French-Pi. Et à Yann de Rocle, analyste du secteur aérien de chez Oddo BHF. Bon, comme vous avez déjà entendu ce matin, et surtout c'est une des questions qui perturbe un petit peu le secteur, l'aviation veut éliminer les émissions nettes de carbone d'ici à 2050. Mais pour y arriver, les compagnies aériennes ils veulent recourir surtout aux carburants durables, les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, mais qui sont beaucoup plus chers que le kérosène classique, au moins le double, même voire le triple. Et le secteur doit également développer beaucoup de nouvelles technologies. Mais tout cela, ça va coûter très très cher. Donc on peut se poser la question, comment le secteur peut financer tout ça? Comment peut y prendre en compte les mêmes coûts de la transformation écologique? Et comment cela va se transmettre également sur le prix des billets? Pendant ces dernières décennies, le transport aérien s'est démocratisé beaucoup. Mais là maintenant se pose la question si les prix les prix des billets vont augmenter. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va rester un transport pour tout le monde ou est-ce que ça va devenir un transport uniquement pour les riches? Derrière tout ça, il y a également la question quel rôle sociétal va jouer dans 20, 30, 40 ans le transport aérien. Donc de toutes ces questions, j'aimerais bien parler avec vous. Mais d'abord, pour commencer, je voulais demander à Monsieur Desrocles de nous parler un petit peu combien ça va coûter cette transformation écologique pour le secteur, parce que vous avez fait des modélisations, si j'ai bien compris. Effectivement. Je pense pour simplifier, on va avoir 3 volets. Un premier volet, on en a parlé pas mal ce matin, c'est le renouvellement accéléré de la flotte. Si on regarde avec une vision vraiment purement européenne, aujourd'hui on a une moyenne d'âge d'à peu près 12 ans sur les avions de plus de 100 places. On a uniquement 16-17% d'avions de nouvelle génération. Donc une des solutions, effectivement, c'est d'accélérer ce mouvement-là. Et on est sur des chiffres qui sont assez significatifs. Pour parler de grands groupes, on est sur 3-4 milliards de dépenses par an pour des groupes comme Air France KLM ou comme Lufthansa. Le deuxième gros volet, vous l'avez mentionné, c'est le carburant durable, le SAF. Et là-dessus aussi, on a des écarts un petit peu plus significatifs en Europe. Si on veut être en conformité avec les réglementations européennes, aujourd'hui, on fait du x4, x5 par rapport à du kérosène. Et nos collègues qui analysent la partie EFA ne voient pas de baisse significative de tarifs de cette composante-là. On aura peut-être un petit peu de courbe d'apprentissage sur les e-fuels, mais qui vont arriver dans un temps un peu plus lointain. Par contre, sur les biocarburants, c'est assez compliqué de voir une baisse des prix assez significative. Et le troisième volet, qu'on inclut quand même, c'est la réglementation. Donc c'est la partie ITS en Europe, Corsia au niveau mondial. Pour donner quelques ordres de grandeur, si on regroupe SAF, ITS et Corsia, pour les 6 plus grosses compagnies aériennes européennes, entre 2019 et 2025, nous on estime que ça va être multiplié par 12 et qu'on sera sur une facture d'à peu près 6,5 milliards d'euros pour ces compagnies-là. Et pour donner aussi un ordre de grandeur, pour toucher un tout petit peu les impacts, quand on prend la compagnie domestique, quand on prend Air France KLM à un horizon 2025, l'horizon où on commence à avoir un supplément avec une disparition des quotas gratuits sur l'ITS, on est sur une facture carburant durable qui sera de 400 à 500 millions d'euros. On a un coût ITS qui sera entre 700 et 800 millions d'euros.
et un coût Corsia, qui est un système de compensation international, qui sera encore négligeable à peu près à 15 millions d'euros. Donc c'est ça à peu près l'ordre de grandeur de supplément de coûts en très peu de temps. Nous, on a calculé sur toutes les compagnies aériennes européennes le surcoût de la décarbonation sur une base 2025, c'est entre 3 et 10% du chiffre d'affaires des gros acteurs. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc, Marc, quel impact va avoir ça sur les prix des billets, d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà calculé un petit peu chez vous? Mais les chiffres qui viennent d'être donnés parlent d'eux-mêmes. On est entre 5 et 10%, on va dire, des coûts. Moi, je reste convaincu que nous avons en face de ça deux objectifs majeurs. Le premier, c'est que le transport aérien doit être et doit rester démocratique. Je ne peux pas imaginer, en tout cas je m'exprime en tant que patron de compagnie aérienne, mais aussi à titre de simple citoyen, qu'on fasse un retour en arrière dans ce domaine. Le transport aérien doit rester accessible et il n'y a pas de raison que des donneurs de leçons ou que je ne sais quel ordre moral disent il ne faut plus prendre l'avion. Enfin, tout ça, on peut toujours le dire, mais de toute façon, ça ne se passera pas comme ça. La deuxième chose, c'est que quand on imagine ces hausses de coûts, qui sont probablement, grosso modo, incontournables, bon, sur le SAF, je suis un peu iconoclaste, je n'ai pas tout à fait le même point de vue que beaucoup des gens qui s'expriment sur ce sujet. Si j'ai le temps, je m'en expliquerai. Je considère que par leur efficacité, par les impératifs de saine gestion que nous avons, par toutes les ressources que nous avons encore sur la productivité des flottes, la façon de les opérer, on doit être capable d'en compenser une partie. Tout le monde parle d'augmentation des coûts, très bien, mais pas beaucoup de gens parlent de réduction des coûts. Je vais prendre qu'un exemple, parce que je suis directement concerné par ça. Nous avons mis au sein d'Air Caraïbes et de French Bee en ligne probablement la flotte la plus moderne à notre échelle et à notre proportion avec des A350. On a 12 A350 maintenant, les premiers depuis 2017, donc on connaît bien l'avion. C'était un très bon avion sur une flotte de 16. On a été les premiers et les seuls à densifier l'avion, c'est-à-dire à mettre, pour les spécialistes qui sont dans la salle, 10 sièges de front dans le 350. Les clients sont contents. Alors bien sûr que c'est moins confortable que si on en met que 9 et encore moins confortable que si on en met que 8. Mais avec ça, on est capable de produire des prix qui attirent les clients et qui fait que le transport aérien reste accessible. Alors oui, je préfère serrer les passagers un petit peu plus dans l'avion, dans des avions qui sont technologiquement beaucoup plus avancés, que de ne pas les faire voyager. Donc je pense que l'industrie devrait être capable d'absorber une partie de ces coûts. Il y en a une partie qui ira aux clients, c'est clair. Il faudra qu'ils payent un peu plus cher, mais le transport aérien doit rester démocratique. Okay, and Björn Tore, what's your opinion about all this? How do you think that SAF, the obligation in Europe to incorporate some SAF how will this affect your ticket prices? I totally agree with Mark. We cannot go back to an era where flying was just for the rich. We have to make sure that everybody gets the chance to see the world, to visit friends and family, to take education, and to continue flying in a free manner. At the same time, I'm also 100% sure that we as an industry have to take responsibility for pushing suppliers to et pousser les fournisseurs également dans ce sens, de continuer l'innovation et dans la production. Donc, par rapport à ce qui est fait, je crois qu'avec les carburants de l'aviation durable, c'est la seule solution sur le long terme. Et nous, en tant qu'industrie, nous devons alors nous assurer pour avoir des appareils qui sont plus efficaces en consommation. Nous devons nous assurer qu'il y aura un élément
bon meilleur marché pour les longues distances et que nous représentons des compagnies qui sont actives dans ce domaine. Et au final, c'est vrai que ce sont les consommateurs, les usagers qui payent cela, et même si le gouvernement paye, c'est aussi notre argent qui est dépensé. Donc c'est vraiment une question de trouver que l'approvisionnement soit en ligne avec la demande et que les coûts puissent être transportés par tous. Et je suis convaincu que les têtes des plus intelligentes dans la salle se penchent pour identifier des solutions de d'efficacité des coûts et qu'il y aura de bons approvisionnements. Donc les réglementateurs, les organismes de réglementation devront dicter ce que l'industrie doit réaliser, mais on ne peut pas s'attendre que ce soit les compagnies elles-mêmes, les compagnies aériennes qui pourront absorber donc le prix des billets. C'est pour ça que la question de la demande est très importante. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que là, vous avez entendu, donc ils sont d'accord, les compagnies aériennes, peut-être que les régulateurs disent ce qui doit être fait, mais par contre, ils doivent être aidés aussi, peut-être, parce que toute seule, ça va être difficile pour eux également arriver d'avoir assez des SAF et tout. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je rassure mon voisin, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vais vous dire... J'ai jamais pensé. Voilà. Mais je vous dois la vérité, en fait. Je ne vais pas vous mentir. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein, les rapports scientifiques sont là. Aujourd'hui, il fait 32 degrés, tout le monde ça trouve très cool. On n'est qu'en juin. Les projections, rien que pour cette année, c'est nous dépassons tous les indicateurs. Donc moi, ma question, elle n'est pas de savoir qu'est-ce qui va être économiquement bon pour le secteur de l'aviation. Moi, ma question, elle est de savoir comment la planète, elle est capable de supporter ce qu'on est en train de faire. C'est ça ma question. Et de montrer que dans le débat qu'on doit avoir, c'est que souvent, alors moi je vous le dis, je suis écolo, mais souvent on croit que les écolos, l'aviation c'est... moi je considère que l'écologie comme le climat, c'est pas le frère ennemi, notamment de l'aviation, c'est comment on réconcilie les deux. C'est comme ce que j'ai fait sur notamment le secteur automobile. Donc c'est comment on les réconcilie. Et quand je regarde ce qui se passe, et ça c'est la réalité, je me dis que là, il va falloir qu'on s'adapte. On a un secteur de l'aviation qui doit s'adapter. Tout le monde parle des SAF. C'est génial. Alors nous, on a galéré au niveau européen. Et je peux vous assurer que les États membres, ils n'étaient pas derrière nous. Quand moi, je regarde les concurrents, notamment les États-Unis, combien d'années ils ont en avance sur nous, notre recherche et développement ? C'est pas faute qu'une écolo, présidente de commission de transport, qui a sonné la sonnette d'alarme, qui a tiré la sonnette d'alarme. Quand est-ce qu'on monte la filière pour avoir une vraie filière souveraine en Europe ? Comment on forme ? Comment on adapte ? Parce que c'est bien de changer les flottes. Mais qu'est-ce qu'on fait des anciennes flottes ? Comment on crée l'industrie de l'économie circulaire dans l'aviation ? Ça m'intéresse. Et je peux vous dire que je m'en sentais un peu seule. Donc maintenant, on va vraiment parler des choses qui fâchent. On en est où ? Quand je regarde les chiffres, je me dis, en 2022, il y a eu quand même 4,3 milliards de passagers. C'est beaucoup. Et en même temps, quand je regarde la courbe, ça va être continu. On parle de voir doubler. Je suis désolée de vous le dire. Techniquement, est-ce qu'on va avoir les ressources ? Est-ce qu'on va avoir les ressources pour ça ? Moi, je ne prends pas de risque, en fait. Je ne peux pas vous le dire, mais je ne pense pas, en fait. Donc, il faut s'adapter. Lorsqu'on met une feuille de route au niveau européen, la question, c'est ce qu'on appelle le refuel aviation. Mais je peux vous dire que ça a traîné des pattes. Sauf que là, on a des objectifs, on a une feuille de route qui est claire. Mais quand on vient dire qui finance, qui va financer la filière, ben, il n'y a plus personne sur les tables de négociation. Et c'est là où ça devient quand même un peu dramatique, parce que moi, je considère que la recherche et développement sur ce secteur de l'aviation doit avoir un boost majeur. C'est la raison pour laquelle, face notamment à la filière des SAF, on a aujourd'hui une volonté, elle est simple au niveau européen, hein, je vous le dis, hein, on a des instruments juridiques.
c'est pas pour faire plaisir de mettre des objectifs ou des contraintes. C'est pour que ce secteur-là ne soit pas, je vous le dis, hein, qui décroche par rapport aux concurrents. Donc, on fait des objectifs, on met des contraintes pour ne pas décrocher par rapport aux concurrents. La feuille de route, elle est assez simple, même si, je dois le dire personnellement, je ne la trouvais pas assez ambitieuse, même si c'est un secteur un peu compliqué, l'aviation. Mais quand on dit que, notamment, les e-kérosène, donc les carburants propres, pour 2025, 2050, l'objectif SAF, c'est 70, eh bien, il faut les faire, les 70%. Et c'est là où on se dit, est-ce qu'il y aura une intelligence? On a pu faire le Airbus en Europe. Est-ce qu'on va avoir une vraie filière européenne souveraine avec un financement clé? Alors je sais, il y en a qui vont me dire, quand on soulève notamment la question, souvent, de la taxe kérosène. Je sais ce que vous allez me dire, on n'est pas d'accord, on paye déjà plein de taxes, etc. Sauf que, pour moi, la taxe kérosène, qui ne représente pas grand-chose hein, au niveau européen, 0,33 centimes le litre, ça fait 5,4 milliards d'euros. Je dis qu'une partie doit aller au secteur de l'aviation, notamment dans la recherche et développement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de recherche et développement, là, maintenant, je pense qu'on va être largué. Et ensuite, lorsqu'on vote des législations au niveau européen, parce que le refuel aviation, hein, on a tout bien fait, on a une feuille de route, on est prêt à créer la filière, mais il y a des États membres qui bloquent et qui ne veulent pas encore, justement, rendre public le texte, et la France fait partie de ces pays-là. Et bien là, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je vais être très claire avec vous, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je crois que le secteur de l'aviation a une carte à jouer extraordinaire dans la transition écologique. Maintenant, il faut qu'on ait une feuille de route ensemble. La feuille de route, elle est d'accord, banco sur les SAF. Donc le gouvernement français arrive aux tables de négociation à l'Europe et dit banco, on fait comme le Airbus, notamment, et on se dit, on crée la vie filière, ça veut dire qu'on forme aussi des gens derrière. Et donc, les infras, parce que souvent, on ne parle pas des infrastructures, alors que là, les infras aussi, il y a quelque chose à faire. Tout le monde oublie les infras. Mais j'ai pensé à vous, dans la directive que j'ai gérée, notamment la directive infrastructure, où l'aviation n'était pas dedans, les aéroports, etc., n'étaient pas dedans. On les a réinjectés. Et ensuite, parallèlement, il va falloir savoir qui paye. Et je voudrais qu'on revienne sur votre mot qui est super. Hein, tout le monde dit qu'il faut démocratiser l'avion. Moi, je veux bien, hein, mais c'est pas les... Moi, je viens de Tourcoing, et quand je regarde les gens qui m'entourent, je leur dis qui a pris l'avion cette année? Personne, en fait. Non, mais c'est une vraie question qu'on doit avoir. Oui. Démocratiser... Je vais vous répondre. Attendez, mais démocratiser, il n'y a pas de problème. C'est comme démocratiser le tourisme. Moi, j'ai eu des grands débats sur cette question-là. La vraie question, elle est qu'à un moment, je pense que techniquement, on va avoir un problème, notamment lorsqu'on dit que dans les projections, doubler les flux, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là aussi des secteurs qui devraient travailler ensemble, devraient travailler plus ensemble. Notamment, je considère que moi, s'il y a des alternatives au train, il faut prendre le train. Et peut-être aussi que l'aviation fera comme notamment dans le... Moi, j'espère sur la route. La route va demain aider le train. L'aviation va aider le train et en même temps, elle va se développer dans cette transition écologique. Et au fait, tout le monde sera gagnant-gagnant. Et quand elle fait bien des choses, l'aviation, c'est vrai qu'elle est trop timide. Je suis désolée de vous le dire, il y a des choses qu'elle fait bien et on ne le sait pas. Et il y a des choses sur lesquelles moi je voudrais aussi vous dire merci, parce qu'il y a des textes européens que j'attends depuis 20 ans. Le ciel unique européen, ça y est sorti en négociation. Ce n'est pas les acteurs de l'aviation hein, qui traînent la patte, c'est les États membres. Et ça, c'est un texte sur lequel, moi j'ai besoin de vous, hein, je vous le dis. Hein. C'est un texte sur lequel... il va falloir que vous m'aidiez. Hein. Parce que quand on regarde l'ensemble des flux et on les optimise et qu'on nous dit, même la Commission européenne, il y a peut-être moyen de faire de moins 10% de CO2 avec des trajets directs, etc., tout le monde est gagnant. Alors pourquoi maintenant chacun veut avoir sa part du ciel et ne veut pas rentrer dans la cour des grands avec notamment la Cour européenne? Et je pense que ça, ce serait véritablement un signal aussi fort pour rentrer dans la transition.
Je crois que le secteur il est d'accord sur cette dernière question, en tout cas je le crois. Il y avait Marc et également Biantoro qui voulait réagir, je crois, à vos propos. Donc qui commence. J'ai toujours respecté votre engagement et votre passion. Je crois que sur certains points on est d'accord. Notre responsabilité vis-à-vis de la planète, elle est collective et elle est énorme, elle est totale, et donc nous devons nous engager là-dessus. Je pense que on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait des coûts à la décarbonation, et donc les entreprises, les opérateurs, les clients devraient faire des efforts pour que tout ceci rende le transport aérien encore accessible à tous. Ça, pour moi, c'est aussi une profession de foi. Je suis moins d'accord, parce qu'on est là aussi pour animer un peu le débat, sur les moyens d'y arriver. Je vais donner 2-3 points. Alors, je sais que parfois je passe pour quelqu'un d'iconoclaste, mais je vais quand même pas m'en priver. Saut technologique dans l'aérien, en gros, c'est bon an, mal an, on baisse la consommation des avions, alors par passager, par kilomètre, bon, il y a tous les tas de paramètres, de 25% à chaque saut technologique. Je trouve qu'on ne va pas assez vite et qu'on doit aller plus vite. Aujourd'hui, la dernière génération, 787, 350, je parle des longs courriers, est en place. Mais le business model, notamment autour du financement des avions et autour du financement des moteurs et de leur maintenance, fait qu'il y a peu de gens qui ont intérêt à apporter une nouvelle technologie à 5 ans, à 10 ans. Donc là, oui, le régulateur devrait intervenir. J'ai cru comprendre des propos du président de la République hier qu'on allait mettre de l'argent pour l'avion vert, encore plus vert et tout. Très bien. Deuxièmement, on parle beaucoup du SAF. Alors là, moi, je suis pour le SAF. Je ne veux pas que la salle interprète, Marc a dit n'importe quoi sur le SAF. Je voudrais quand même dire 2-3 choses. Comme l'a dit d'ailleurs M. Desroques tout à l'heure, une énergie qui coûte 4 fois plus cher, je n'ai pas tendance à y croire. Alors oui, ça se fait plaisir, on va dire on va faire des efforts, on va aménager, ça sera moins que 4 ou 5 fois plus cher, mais bon, j'ai une réserve naturelle. Deuxièmement, pour faire du SAF, il faut de la biomasse. Aujourd'hui, après je parlerai des ISAF. Pour faire de la biomasse, aujourd'hui, il y a déjà un vrai débat sur comment on utilise la biosaf. Et elle n'est pas suffisante pour le secteur du transport aérien. Puis troisièmement, je voudrais revenir à une science que j'ai appris à l'école, qui s'appelle la thermodynamique, qui est malheureusement assez mathématique et assez rigide. Je voudrais que tout le monde soit conscient que quand un avion vole 1 heure, 1 minute, 100 km, et qu'il est théoriquement alimenté à 100% de SAF par rapport à 100% de kérosène, comme aujourd'hui, il émet la même quantité de CO2 dans l'air. Est-ce que tout le monde a bien ça en tête? Donc on est en train de nous expliquer que pour les 30 ans, 40 ans qui viennent, il faut tout miser ou presque sur le SAF, alors que le SAF, il émet à l'heure de vol, aux passagers kilomètres, à ce que vous voulez, le même CO2 que ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc je crois que le SAF fera partir du dispositif, mais miser tout là-dessus est une erreur. Et on va le payer très cher. Oui, il vaut mieux utiliser l'argent pour baisser la consommation des avions. Et on sait qu'on atteint des chiffres. Tout à l'heure, madame, et vous avez eu raison, vous avez dit on est déjà 4,5 milliards à voyager, on parle de 8 milliards. Alors, je pense que, comme toutes les courbes, on a tendance à rejoindre des asymptotes. Donc, je n'imagine pas qu'on ira jusque-là. À un moment donné, les habitudes vont faire que les gens vont un peu moins utiliser l'avion. Ça, j'en suis convaincu, notamment au sol, vous l'avez dit, il y a le développement du train, des trains à grande vitesse et tout ça. Donc, il y aura forcément un tassement. Mais si en face de quelque chose qui, allez, prenons le chiffre, double, mais que vous faites des sauts technologiques qui à chaque fois réduisent de 25%, vous revenez assez vite à l'émission de gaz carbonique qu'on faisait il y a aujourd'hui ou il y a encore 10 ans. Donc je trouve qu'on ne met pas assez le paquet là-dessus. Alors vous avez dit aussi à juste titre, il faut réformer le contrôle aérien. Tout le monde le dit, personne ne le fait. Il faut par exemple mettre du matériel électrique partout dans les aéroports. Je n'ai pas vu une seule contrainte là-dessus. J'ai été dans les compagnies, les premières, à proposer du matériel électrique. Alors c'est bien le matériel électrique dans les aéroports, hein, parce qu'un engin de piste, ça fait 10-15 km par jour. Il n'y a pas de problème d'autonomie. Ça ne fait pas comme une voiture, 500 km sur l'autoroute. Donc on sait électrifier le matériel, on sait le rendre efficace.
Est-ce qu'il y a une butée quelque part qui dit à Orly, à Roissy, dans 3 ans, dans 5 ans? S'il faut 5 ans, on met 5 ans. S'il faut mettre 3 ans pour accélérer, moi je suis le premier à dire OK, on met du matériel électrique. Il y a plein de choses à faire. Il faut que les avions soient plus légers. Il faut que les trajectoires soient optimisées. Il y a le problème du roulage au sol. Mais tout ça, on en parle et on le met un peu de côté. Je ne dis pas que c'est complètement étouffé parce que le SAF arrive. Le SAF, ça serait une grande déception. Parce que quand on émet, encore une fois, à l'heure de vol, la même quantité de gaz carbonique qu'aujourd'hui, on ne fait pas un vrai progrès. Et puis, la biomasse étant insuffisante, il faudra aller chercher autre chose pour faire du SAF. On appelle ça les ISAF, on ne va pas rentrer dans la chimie, il faut casser des choses complexes, molécules d'hydrogène, carbone, les recomposer et tout. Très belle solution celle-là, très belle solution. Seul problème, c'est qu'il faut une quantité d'énergie, d'électricité absolument incroyable. Aujourd'hui, totalement hors de portée de ce qu'on sait produire. Donc là aussi, il faut une révolution technologique. Je préfère qu'on investisse sur les ISAF, même si c'est à 5 ou 10 ans. Parce qu'une fois qu'on aura accroché ces technologies, ça marchera. Le SAF, à partir de l'huile des fritures de cuisine, bon, c'est bien, je ne crois pas que ce soit l'avenir. There was Björn Thore who wanted to say something, I think, to react also to Madame Dellis. Vous vouliez intervenir également et répondre aux commentaires. Tout d'abord, Madame Dellis, je suis très ravi de ne pas avoir votre poste parce que c'est un poste difficile, mais aussi un poste important. Mais je soutiens tout à fait votre appel. Nous ne sommes pas en désaccord par rapport aux objectifs. On pourra avoir une opinion un peu différente à comment y parvenir. Je suis un peu différent que Marc, je ne connais pas nécessairement les formules, j'essaye de lire cela par la suite, mais j'entends quelques éléments sur les écoles et je peux voir que les composantes d'hydrogène, et je ne suis pas aussi focalisé sur cela. Boeing est en faveur de ça, et nous pensons qu'il y a beaucoup de disponibilité avec leurs propres matériaux sans retirer la nourriture de qui que ce soit. La partie CO2, j'ai encore besoin de me renseigner davantage sur cela, mais ce que je peux dire, c'est peu importe. Beaucoup d'esprits intelligents, de cerveaux intelligents qui veulent réaliser les objectifs. Et puis, dans votre cas, vous avez à définir le cadre et les risques. Donc, vous êtes les législateurs, donc c'est important. Et vous travaillez en concert, justement, avec nous pour s'assurer que ce ne soit pas réservé aux riches dans l'avenir. Nous voulons que tout le monde ait cette disponibilité de pouvoir découvrir d'autres continents, de pouvoir explorer les lieux formidables dans lesquels nous habitons et être de manière plus environnementale, écologique que possible. Et nous devons faire cela dans beaucoup d'aspects, dans les révélations également et différents aspects. Peu importe ce qu'on fait, au final, ce seront les personnes, les individus qui paieront pour cela parce que nous sommes dans le même bateau. Mais le mot, la méthodologie, l'utilisation peut être différente. Par exemple, en Norvège, nous utilisons généralement le bâton, en fait, et ça ne marche pas toujours très bien, parce que parfois peut être très cher. Mais lorsqu'on a parlé des véhicules électriques, on a préféré utiliser la carotte, n'est-ce pas? Donc, plutôt que la manière d'introduire les voitures électriques, de pouvoir réduire considérablement le taux d'imposition sur les voitures électriques, comme ça que ça soit disponible pour tout le monde, ou en tout cas répandre l'accès à cela. Et puis, soudain, le prix de la Tesla est devenu le même prix qu'une Golf Volkswagen. Et alors, beaucoup de personnes ne pouvaient non seulement se payer cette voiture électrique, mais ils avaient des places privilégiées dans le parking. Ils pouvaient avoir accédé à certaines voies sur la route qui leur étaient réservées, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en Norvège conduit une voiture électrique. Maintenant, si on enlève toutes ces incitations, et pour atteindre les objectifs. Et je crois que c'est un peu la même erreur. En fait, si vous introduisez et vous stoppez les incitations pour les compagnies aériennes, pour les innovateurs, pour les constructeurs, d'aller dans votre direction plutôt que la nôtre, et si nous faisons cela et nous utilisons cette carotte dans une certaine mesure, plus grande mesure, on ne fait pas ça correctement parce qu'au final, vous allez atteindre votre objectif. Et donc, je crois que c'est vraiment une question de coopération, comment nous pouvons réaliser nos objectifs sur le long terme. Une des questions que... Non, vous voulez dire quelque chose, Yann? Non?
Non, mais je voulais peut-être rajouter aussi un point sur le financement. C'est vrai que on en a un tout petit peu parlé, mais c'est un point clé. On a parlé de la taxonomie il y a quelques jours. On voit qu'il y a certaines incohérences. Enfin, on a un mandat SAF dans REFuLIU. On a sur la taxonomie un mandat qui est un petit peu plus élevé. Donc, bon, pour essayer d'attirer aussi les investisseurs sur cette industrie, pour aider l'industrie à financer cette décarbonation, il faut avoir aussi un regard un tout petit peu plus attractif pour cette partie d'investisseurs et de financement. On vous entend pas. Ah, pardon, excusez-moi. Je voudrais dire à mon voisin, c'est une preuve d'amour, hein, c'est juste pas pour te taquiner, mais lorsque vous multipliez, vous doublez une flotte. Même si elle fait 25% de moins, vous la multipliez. Donc le bilan, il est quoi ? Si on fait 2 fois 25. Non mais le bilan, il reste catastrophique en fait. Et c'est là où on a un vrai sujet. Je suis d'accord pour en débattre. Hein ? On a un vrai sujet. Donc la question, elle est comment on va réguler une croissance qui va ne faire que grandir. Et c'est pas pour vous dire on arrête, c'est comment on va réguler la chose. Par exemple, il y a des aéroports aujourd'hui qui prennent des décisions, hein, qui disent nous, on ne veut plus 500 000 vols, on veut 400 000 vols. Et vous savez très bien ce que je veux dire. Là, mon voisin... En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau européen, il y a cette réflexion. Donc, je vous le dis. Je n'ai pas dit qu'on va obliger à réduire les vols. Je vous dis qu'il y a certains aéroports qui commencent à le faire. Ensuite, il faut qu'on regarde également... J'ai l'impression de vous faire peur. Je suis sympa dans la vie. Hein. Donc, le but, c'est qu'on avance sur une feuille concrète. La deuxième chose, c'est... On n'en a pas parlé sur la question des financements, mais la dernière révision, notamment du marché européen de quotas carbone, là aussi, on a que ça prévoit un mécanisme qui permet aux compagnies aériennes de compenser partiellement le surcoût qui va représenter, et ça... Je pense que vous le savez, le surplus, notamment des carburants durables par rapport au kérosène. Donc ce sont des choses sur lesquelles il va falloir s'appuyer pour accompagner notamment la filière. Et ça, on a souvent tendance à ne pas un petit peu oublier ces outils, qui sont des outils européens qui permettent aussi d'accompagner les filières. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire quand même sur la croissance, je pense, enfin en tout cas c'est notre vision. Alors, on sort de la période actuelle. Les gens n'ont pas voyagé pendant 2-3 ans à cause du Covid, un peu partout dans le monde. Bon, il y a eu un besoin de voyage qui a été frustré, qui a été stocké. Il y a de l'épargne. Donc c'est vrai qu'actuellement, on connaît un redémarrage. Tout le monde dit l'été 2023, les arbres vont monter au ciel et autres. Bon, je pense que ça va se tasser. D'abord parce que les gens qui auront été bloqués de voyage, une fois qu'ils auront voyagé, vu leur famille, la demande va baisser. Et deuxièmement, vu l'augmentation des coûts des billets d'avion, même si on est au bout de l'hystérésis liée à la montée du prix du pétrole qui est en train de redescendre, donc forcément, les prix vont redescendre. À partir de septembre, clairement, les prix vont redescendre. Donc, je voudrais mettre cette partie de côté. Sur le développement, je pense que comme tous les services, comme tous les produits, quand on a atteint un certain niveau, en gros, soyons clairs, quand vous avez fait un voyage moyen courrier par an et un long courrier par an, vous n'avez pas forcément envie d'en faire beaucoup plus. Donc la croissance, le doublement, il ne viendra pas de là. Le doublement, il risque de venir des gens, des populations, des pays qui n'ont pas eu accès au voyage. Et quelle légitimité avons-nous, nous les anciens, pour leur dire ah ben non, mais attendez, nous on a tous voyagé, mais vous avez plus, en gros, je caricature, vous n'avez plus le droit de voyager. Donc oui, les Indiens, ils ont envie de voyager. Oui, les Chinois, ils ont envie de voyager. Oui, l'Afrique a envie de voyager. Et donc, la seule solution, et là on se rejoint, c'est de mettre en place des avions, des moyens, et tout ce qui tourne autour, navigation aérienne, aéroport et autres, qui consomment le moins possible. Donc, la voie future, elle est dans un investissement massif dans la réduction de la consommation des avions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a su faire. Je pense que c'est des budgets, certes, considérables, mais bon, vous l'avez dit, quand on met ça en perspective et qu'on divise par 4 milliards, ça permet quand même beaucoup de moyens.
Donc il faut se focaliser là-dessus. Et là, les États ont un pouvoir, c'est qu'effectivement, il faut être assez persuasif pour dire vous devez investir dans des avions beaucoup plus efficaces. J'y vois aussi un autre intérêt sur quelque chose qui a été abordé par mon ami, c'est que on parle souvent forcément de taxation, augmentation de la pression fiscale et tout. Bon, quand c'est punitif, généralement ça ne dure pas très longtemps quand même, hein, parce que l'opinion publique, à un moment, elle en a marre. Donc je crois qu'une partie de cet investissement colossal nécessaire passera par une forme de taxation, parce que les États, il faudra bien qu'ils trouvent des sources de financement, mais je n'aime pas la taxation punitive. Quelque part, en tant que simple citoyen, quelque chose qui me révolte là-dedans. En plus, comme vous l'avez dit, hein, c'est un peu le sujet. La taxation punitive, finalement, elle est pour les gens qui ont peu de moyens. Ceux qui sont riches, ils s'en foutent. La taxation doit être incitative. Oui, vous achetez, tu l'as dit tout à l'heure, vous achetez un avion qui consomme 25% de moins, je vous aide. Et comme, évidemment, les poches des États ne sont pas infinies, eh bien, il faut taxer les avions qui sont plus anciens et obliger les opérateurs, obliger les clients à faire l'effort nécessaire pour passer à des flottes renouvelées et renouvelées sans doute plus rapidement aujourd'hui qu'avant. Il n'y a pas de raison qu'un avion qui a 25 ans aujourd'hui, c'est la durée de vie, hein, les amortissements financiers, je parle sous votre contrôle, M. Desroques, ne soit pas taxé. Et il faut même les taxer méchamment. Par contre, si vous achetez un avion plus performant, il faut qu'il y ait une politique incitative. La taxation, pour être acceptable, elle doit être incitative. Si elle est punitive, elle ne sera pas acceptée. Je reviens un petit peu à la question du début aussi. Comment donc, le secteur pourrait financer ça? Et la question que je me pose, est-ce que ça va sonner la fin des low cost? Donc, Yann, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est une grande question. Après, pour revenir un tout petit peu sur les ordres de grandeur, pour les surcoûts que je mentionnais au début de notre débat, si les compagnies aériennes le transmettent dans le prix, on est sur à peu près une dizaine d'euros. Donc on voit bien, et la problématique, c'est qu'on a une exposition, il y a des surcoûts qui sont un petit peu plus forts pour les sociétés qui sont fortement exposées à l'intra-européen, donc les compagnies effectivement à bas coût. Et là-dessus, bon, quand on prend le 10 euros, quand on le compare à un prix du ticket seul, hein, sans les recettes auxiliaires, on est quand même sur 20 à 30% de hausse de prix. Donc oui, on va avoir effectivement quelques problématiques sur ce volet du transport. Après, notre vision à nous, c'est que ça va pousser à une consolidation du marché parce que les petits acteurs ne vont pas pouvoir survivre sur le réseau, en particulier intra-européen. Sur des niches, c'est différent, mais sur le réseau intra-européen, nous, on est persuadés que l'on va avoir une accélération de la consolidation pour se retrouver à peu près sur ce que l'on voit aux États-Unis sur le domestique. Björn, what do you think is the future for low-cost carriers? Est-ce qu'il y a un avenir pour les low cost? Je pense pour que la plupart des gens puissent voyager, on aura toujours besoin de low cost. Surtout pour les longs trajets, ces 2-3 dernières années, on a vu beaucoup d'améliorations. Les billets deviennent de plus en plus abordables. Mais c'est vrai que l'Union européenne fera une grande différence parce qu'il y a des prix qui vont varier. Si vous remontez un an en arrière, vous voyez les prix qu'on a eus pour le kérosène et vous rechargiez l'avion en Californie, la différence de prix. Je pense que la Californie va nous dépasser, est en avance sur nous. Et je suis sûr que les choses vont se passer de telle façon que le low cost ne va pas complètement disparaître. Je pense qu'il va au contraire durer et assurer que, je pense que les low cost qui représentent un maximum de personnes puissent continuer à voyager. Plus de la moitié du trafic européen aujourd'hui. C'est quand même la formule qui permet à la fois de permettre aux gens de voyager. Alors certes, dans des conditions de confort
un peu moins généreuse que sur certaines legacy, mais c'est aussi une façon d'absorber petit à petit dans le temps les surcoûts liés à la décarbonation. Donc demain, l'avenir, y compris en long haul, et là je suis d'accord bien entendu avec ce qui vient d'être dit, la part des low cost sera importante. Alors après, la question qui est derrière ça, c'est est-ce que c'était raisonnable de faire un billet à 10 €? Bon, d'abord, on le voit beaucoup moins. Deuxièmement, c'est vrai que ça avait un côté provoque, mais à la fin des comptes, parce qu'il faut bien revenir aux comptes, le billet à 10 €, dont d'ailleurs beaucoup n'étaient pas utilisés, donc ça rentre pour les experts, ça rentre dans le fameux pool des BNU, un billet émis non utilisé, donc quel est dans le résultat des compagnies aériennes. Le billet à 10 €, c'était ni plus ni moins qu'un argument marketing. Le billet gratuit que vous avez parce que vous avez des miles, c'est aussi un argument marketing. Bon, ça devrait peut-être pas durer très longtemps. En tout cas, c'est notre vision. Madame Dely, qu'est-ce que vous en pensez sur le rôle que va jouer l'aviation sociétale dans le futur? Est-ce qu'il y aura des low cost ou est-ce que vous voulez... C'est un gros sujet européen, les low cost, parce que ils nous posent problème. Parce que dans la question des low cost, il y a deux questions derrière. Il y a la question du dumping social et du dumping fiscal. Donc, à un moment, il faut réguler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous pose problème, c'est que le low cost, avec nos compagnies nationales, elles les mettent en difficulté, au point que nos compagnies nationales, quelles qu'elles soient en Europe, sont obligées de s'adapter au low cost, qui elles-mêmes créent des compagnies low cost. Et donc, c'est tout un système qui est un petit peu bizarre. Parce que plus vous créez notamment ces filières-là, et ben plus quoi ? Plus la croissance, notamment de l'aviation, est importante. Et tout à l'heure, moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous, parce que moi, quand je regarde, je vais vous dire, moi, j'habite Lille. Mais un Lille, Nice, et j'ai regardé ça hier pour bien vérifier, sur un low cost, c'est 18 €. Est-ce que c'est normal ? Alors, je vais vous poser la question, est-ce que c'est normal d'avoir des billets Lille, Nice, 18 €, levez la main. Non. Bien sûr que non, c'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, à un moment, il va falloir réguler, notamment la question des coûts. Ce n'est pas normal qu'un billet d'avion puisse nous coûter 18 €. Et pour ça, je peux dire que moi, régulateur, je vous le dis, je ne l'accepte plus. Donc, je suis en train de travailler sur, notamment, des encadrements, parce que je considère que l'impact social, l'impact environnemental est absolument pas mis en œuvre. Et ensuite, quand on parle de croissance, c'est parce que aussi les billets d'avion de certaines compagnies sont devenus tellement accessibles que, et c'est là où ça va devenir important, parce que même sur le coût du tourisme, ça veut dire que le coût de la croissance des billets amène quoi ? En volume, mais pas en qualité. Et donc là aussi, il y aura quelque chose d'autre. En qualité, qualifier des touristes en qualité, ça semble quand même assez osé, hein. Sur le plan sociologique, je ne me lancerai pas dans ce chemin. Hein. Alors moi, je me lance. Il n'y a pas de bons touristes et de touristes de mauvaise qualité. Il y a des citoyens, il y a des peuples qui ont envie de voyager. Non, mais on ne dit pas... Moi, je ne... Donc... Allez-y, finissez votre phrase. Soyons prudents. Parce que je suis Allez-y, je suis poli, finissez votre phrase. Sauf que le tourisme que nous avons connu avant Covid et même maintenant, s'il est reparti, va changer, au fait. Le type de tourisme, et vous le savez aussi bien que moi, va changer. Le tourisme de demain, ce n'est plus d'aller à l'autre bout de la Terre faire sa petite photo sur Instagram. C'est terminé, ça. En tout cas, dans les années à venir, ce sera terminé. La véritable volonté, c'est comment, et qu'on veuille ou non, le Covid aussi a montré ça. On peut avoir de l'exotisme en bas de chez soi. La France... Ben oui, excusez-moi de redécouvrir nos territoires en Europe, en France, et on peut voir autrement le tourisme. Excusez-moi. D'où les formules que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est comment nous allons définir, et c'est là, ça va être un peu nouveau, mais nous sommes en train de voir comment nous allons qualifier ce qu'on appelle le tourisme de proximité, qu'est-ce qu'on appelle le tourisme durable, etc. Et ça, c'est aussi important. Yeah, Björn Torre, he wanted to say something, and then I would like to take some questions from the audience as well. So,
quick one. I'll be quick. So, Madame Day, I think we agree more Je vais être bref. Madame Day, je crois qu'on est plus d'accord sur les questions environnementales que sur le reste. En fait, c'est à chaque individu de décider s'il veut voyager ou non, d'une part. D'autre part, je ne suis pas d'accord du tout avec le fait qu'on pratique du dumping social. On a une offre qui est très positive, on a du personnel aérien qui travaille pour nous et ils ont un emploi, un contrat de travail fixe et nous payons nos impôts. On se concentre beaucoup plus sur des éléments qui nous permettent de réduire le prix, mais ça n'a rien à voir avec les conditions de travail. Mais j'ai promis d'être bref, donc je pense que là, on n'est pas tout à fait d'accord. On passe maintenant aux questions de la salle. Je suis sûre qu'il y en a. Let's move on to questions from the audience. I'm sure there are many. Il y a le micro qui arrive. Par rapport à l'augmentation du trafic aérien, c'est qu'en fait, il y a... Je vois que vous appelez Karim Adeli, donc vous devez avoir des origines maghrébines. Et je suis bien placé pour savoir qu'il y a énormément de Maghrébins qui utilisent les compagnies low cost pour aller de France jusque leur... J'accepte pas votre question. Vous comprenez ? Vous n'allez pas me réduire à mes origines. Faites attention. D'accord. Faites attention. Je n'accepte pas. D'accord, j'aurais pu être danois, j'aurais pu être autre. Non, mais c'était pas... On ne me renvoie pas mes origines. Je vous renvoie pas vos origines. Donc, je préfère vous le dire, je n'accepte pas votre première petite question. D'accord. Ma question, c'était de dire, est-ce que vous... Enfin, je veux dire, il y a une partie de la croissance du trafic aérien qui vient un peu ce que disait M. Rocher, des Africains qui veulent voyager. On peut pas les dans le monde. Comment ? De partout dans le monde. Pas que de partout dans le monde, et en partie en France, quoi. Et en partie en Europe, quoi. Donc, je veux dire, il y a une réflexion globale qu'il faut pas ignorer, quoi. Voilà, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Madame Dely, sur les billets de train Ouigo à 1 €. Est-ce acceptable ou non ? Micro. Allez-y. Alors, est-ce que c'est acceptable le prix à 1 € du Ouigo ? C'est comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des offres marketing avec 10 € les billets. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait très bien, c'est très réduit et c'est un coût. Un coût le prix. C'est pour dire aux usagers, il y a le train. Ne prenez pas autre chose, il y a le train. Et c'est là où je pense que ça ne peut pas marcher parce que le prix, aujourd'hui, le problème du prix du train coûte très cher aussi. D'où, et c'est là aussi, moi j'ai un problème, c'est la concurrence avec les autres États. Vous avez vu qu'en ce moment, partout en Europe, il y a ce qu'on appelle les tickets climat qui sont en train d'être lancés partout pour dire les abonnements sur les trains, notamment en Allemagne, en Autriche, en Espagne, c'est 49 € par mois. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est que des TER et les transports publics, mais c'est banco. Et ça, c'est pour aussi accompagner les comportements des gens sur l'usage. Pourquoi ils font ça ? Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois que c'est notre collègue, sur l'électrique et notamment sur les carburants alternatifs. Il y a des pays qui anticipent et qui disent « Ouh, tout le monde ne pourra pas rouler en électrique. Ouh, le pétrole va coûter cher. » Donc, on mise tout de suite sur l'alternative. Et quand ils font ça, l'Allemagne, l'Autriche, etc., ils font deux choses en même temps. Ils disent plus de fréquences de train. Ça veut dire, hop, ils se rendent compte de l'état des lieux des infrastructures. Donc, ils misent sur des plans à coups de milliards sur les rénovations. Et ensuite, ils disent quoi ? On va accompagner les gens sur le type de mobilité. Donc, sur la question du train, moi, je le dis, parce que le train et l'avion, ça va être demain les hubs sur lesquels il va falloir travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble très, très importante, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de prendre l'avion. Eh oui.
Il y a des gens que nous connaissons, moi j'ai des collègues au niveau européen qui, parce qu'ils sont dans des zones, notamment en Norvège, etc., qui n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas possible de passer des trains, donc ils prennent notamment des petits avions, etc. Maintenant, sur la question, et c'était très important ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'électrique, on ne sait pas faire aujourd'hui. Alors sur des petits modèles, on sait faire, sur l'aviation, mais l'avion vert tel qu'il est, c'est un peu compliqué, il va falloir encore du temps. Cela étant dit, et là je te rejoins sur quelque chose, je vous rejoins ou je te On prendra l'avion ensemble. Voilà. Il y a quelque chose sur lequel c'est important, et c'est là où on voit que les marges de négociation vont être très importantes. Parce que les SAF, tout le monde a parlé de l'aviation. Donc on a réussi à faire cette belle législation. Mais il y a des pays qui disent, nous, on ne veut pas seulement des SAF dans l'aviation, tout à fait. On veut des SAF dans l'automobile. Et là, de la biomasse. Voilà. Et techniquement, ce n'est pas possible, en fait. Donc, on ne peut pas avoir des pays à double vitesse qui disent, on veut des SAF dans l'aviation, on veut des SAF dans l'automobile, parce que les deux secteurs sont techniquement, et je le dis, sur deux voies de développement qui sont différentes. Donc là aussi, c'est une feuille de route qu'il faut aussi matraquer. Le problème que nous avons, c'est lorsque le gouvernement, notamment allemand, dit « moi, je veux mettre plus de SAF dans les voitures après 2035 », c'est là où on se dit « est-ce qu'ils vont prendre un marché ? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre de marché ?» Et on se rend compte qu'il y a d'autres pays qui disent « bon, on va mettre dans l'automobile et qu'on va oublier le secteur de l'aviation ». Et pour réduire la consommation. Et donc, moi... ma question, elle est assez simple. C'est du pragmatisme assez simple de dire, mais non, si on doit faire quelque chose dans l'alternative, dans l'aviation, parce qu'on ne peut pas faire de l'électrique. Une voiture, on peut le faire dans l'électrique. Il y a l'alternative, mais pour l'instant, dans l'aviation, il n'y a pas l'alternative. Donc, laissez les SAF et montons les vraies filières pour une vraie filière souveraine européenne que sur l'automobile. Et parfois, je peux vous assurer qu'au table, et là, c'est très compliqué d'être à mon rôle, parce qu'il faut tenir la barre de négociation, et il y a des États membres qui ne comprennent pas. Donc là aussi, il va falloir faire très attention, parce que si vous commencez à développer sur la filière de l'automobile, je peux vous assurer, c'est terminé. Ils vont fixer les investissements, la recherche et le développement sur ça, et pas sur les autres. Juste une chose que je voudrais ajouter, si vous me permettez, et c'est sur la question des trains. Bon, au-delà des annonces, marketing et tout, je pense quand même qu'on n'échappera pas non plus à un débat sur la réalité des coûts du ferroviaire. Le coût de l'aérien, on le connaît, parce que les compagnies, en gros, elles répercutent les coûts qu'elles ont. Plus les taxes, plus les aéroports, plus ceci, plus cela. Dans l'aérien, ça reste quand même beaucoup plus flou. Entre la contribution des États, si on prend le cas de la France, la contribution de l'État français au système ferroviaire, c'est en gros, entre 16 et 18 milliards par an. Là, ils redemandent en plus 100 milliards pour se moderniser. Quand vous regardez une enquête, prenez l'enquête Que choisir du mois de novembre 2022, le train au kilomètre, ça coûte cher. À un moment donné, il faudra bien aussi que le client sache pourquoi il paye. Bon, ça sera un bon débat pour, je crois, pour l'année prochaine peut-être, ou pour l'après-midi. I'm really sorry. I think we don't have any time. Or do we have time for a last remark from Björn? Well, I'd just like to say that now we're back on the same track again, where we agree actually. So SAF is mainly for the aircraft in my mind, because cars you can do electric. It's going to be very hard to make a railway to America. En fait, on revient à ce qu'on a dit au début. En fait, je suis ravie qu'on puisse trouver des solutions pour les longs trajets. En tout cas, ouais, mais bon, donc on a vu des accords et des désaccords. Merci beaucoup en tout cas pour ce débat. So we see, we agree.